Eh bien, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette soirée avec Sandro Veronesi, que j'ai le plaisir de recevoir ici à la Maison de la Poésie, à l'occasion de la parution de son livre Septembre Noir, publié par les éditions Grasset et traduit par Dominique Vitoz, qui est en vente à l'extérieur. Et donc, après, vous pourrez vous le faire dédicacer si vous le voulez. Et pour moi, c'est un plaisir d'inviter Sandro. C'est aussi l'occasion d'annoncer le festival que vous savez que j'organise avec Evelyne Pravidlo et d'autres, Italissimo, qui a lieu tous les ans en avril. Et cette année, ça va du 7 au 12 avril. Et donc, quand on a commencé à imaginer ce festival, un des premiers écrivains auxquels on a pensé pour cette année, c'était évidemment Sandro Veronesi. Donc, on l'a appelé bien sûr tout de suite, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas. Et donc... on était assez triste, bien entendu, et donc on a décidé quand même que ça valait la peine de le présenter. Donc avec la Maison de la Poésie et les éditions Grasset, on a pu monter cette rencontre parce que pour nous, c'est vraiment un des auteurs importants de la littérature italienne de cette période. Mais donc le fait qu'il soit là, ça me permet aussi donc de vous annoncer la prochaine édition du festival Italissimo, donc Festival de littérature et culture italienne, qui aura lieu en avril. On n'aura pas Sandro Veronesi, mais on aura beaucoup d'autres écrivains, par exemple Francesca Melandri, Alessandro Piperno, Paolo Rumiz, Antonio Moreschio, Claudia Durastanti, Giuseppe Catozzella, Antonio Franchini, Francesca Giannone et beaucoup d'autres, Giancarlo De Cataldo. Et des Français, bien entendu, il y aura Patrick Boucheron, Jérôme Ferrari, Ingrid Astier, Daniel Pennac. On aura des lectures de Tabucchi à la Bibliothèque nationale, une lecture d'Alessandro Piperno ici à la Maison de la Poésie, une lecture de Mattia Torre à la Maison de l'Italie à la Cité universitaire, parce que comme vous le savez, le festival il est sur plusieurs lieux pendant toute une semaine. Voilà. Donc j'arrête ça, c'était juste l'occasion pour vous l'annoncer, et j'espère que vous serez là dans 3 mois, dans 4 mois. Et pour le moment, donc, on reste avec Sandro Veronesi pour ce roman, très beau roman. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de présenter Sandro Veronesi. Vous savez qu'il a écrit une dizaine de romans depuis la moitié des années 80. Le premier, c'était Per dove parte questo treno allegro. Je ne sais même pas s'il a été traduit en français, celui-là. Si? Il a été traduit? Non. C'est un de ceux qui ne sont pas traduits. Je ne sais pas. Donc, pour l'éditeur, il y en a 2 qui ne sont pas traduits. Donc celui-là et un autre qui est Venite Venite B52, c'est un très beau roman. Je suis sûr, parce que ce n'est pas traduit nulle part. Pas une traduction. Donc, pas en Hollande, ils ont traduit tout. Alors, donc les éditions Grasset, peut-être, en attendant les prochains, il faut y réfléchir parce que c'est un très beau roman aussi. Donc bon, vous savez, il a écrit donc une dizaine de romans. Ils sont que 2, je pense, avoir eu 2 fois le prix Strega en Italie, Paolo Volponi et donc Sandro Veronesi, donc, qui a gagné 2 fois le plus important prix littéraire italien, le Goncourt italien, l'équivalent du Goncourt en Italie, avec Caos Calmo en 2005 et Les Colibris en 2019, donc le dernier roman, l'avant-dernier roman qui a été traduit en français. Et donc aujourd'hui, ils reviennent avec Septembre Nero, Septembre Noir, qui est un roman, encore une fois, avec un héros ordinaire, parce que Sandro, il a toujours des personnages. Le protagoniste, à la fin du roman, en parlant de soi, il dit « Je suis monsieur tout le monde. Si j'étais à côté de vous, vous ne me verrez même pas. » Enfin, vraiment l'héros ordinaire, qui aujourd'hui, à notre époque, à l'âge d'une... on ne sait pas exactement, 50, 60 ans. Il a 60 ans maintenant. 60 ans, enfin, il reconstitue une période précise de sa vie, l'été de 1972, à la mer, en Toscane, les vacances avec sa famille, parce que pendant cet été, sa vie a basculé. Il y a eu un passage très dur d'une période de bonheur, d'insouciance, l'enfance, les jeux, la vie harmonieuse, les relations harmonieuses avec sa famille, et puis tout d'un coup, il y aura des événements qui font basculer et qui font découvrir la dureté de la vie, la trahison des adultes, la tragédie de l'histoire. Enfin, il y a tout un tas de choses qui reviennent et qui font basculer complètement sa vie et font éclater la vie de sa famille. Et donc, tout le roman, c'est un exercice de reconstitution de cette époque pour arriver à expliquer ce qui s'est passé. J'en dis pas plus parce qu'évidemment, on ne va pas vous dire ce qui s'est passé, mais
par contre, je voudrais commencer avec toi, Sandro, et te demander pourquoi tu as choisi vraiment cette période-là. Pourquoi cette année 72? Je sais que tu m'as déjà dit, j'ai une relation compliquée avec le présent, je préfère toujours utiliser le passé pour placer mes histoires. Et alors, quand tu as choisi l'histoire de Gigio Bellandi, ça c'est le nom du protagoniste, pourquoi tu l'as placé vraiment en 1972, cet été-là, en Toscane? C'est parce que je voulais croiser une petite histoire d'un garçon, il avait 12 ans, avec la grande histoire. Et ça a été par hasard peut-être que j'étais en train de conduire ma voiture de la Toscane à Rome et j'ai entendu, je dois avoir entendu, mais je ne rappelle même pas, mais je dois avoir entendu quelque chose à la radio qui rappelait la tragédie aux Jeux Olympiques de Monaco. Munich. Munich, si. Aux Jeux Olympiques de Munich, le septembre de 1972. Et tout à coup, je pensais que la grande histoire qui croisait la petite histoire pouvait être ça. Parce que j'avais un souvenir très précis de ces moments-là, de la perte de la confiance pour le sport, les Jeux. C'est que les Jeux Olympiques étaient pour un garçon, parce que j'étais un garçon. J'étais un peu plus grand de Gigio Bellandi, mais j'avais beaucoup d'envie de voir, écouter à la radio les Jeux Olympiques. Et dans les Jeux Olympiques, dans la tragédie, dans le fait que moi aussi j'étais un garçon, mais j'avais compris bien qu'il fallait les fermer et non pas fermer les Jeux Olympiques, parce que c'était la première fois qu'on voyait les Jeux Olympiques et le sport comme une affaire, un business. Il fallait aller avant. Il disait que c'était parce que le sport devait surmonter la violence, mais c'était parce qu'il ne voulait pas perdre de l'argent. Et moi aussi, je l'avais compris, qu'il y avait tout ce monde-là caché sous le monde que j'admirais. Ça a été pour moi la première fois que j'ai senti la grande histoire qui me frappait, qui me touchait. Alors je pensais qu'on pouvait bien faire, c'était un moment précis où on pouvait faire croiser l'histoire d'un petit garçon, que c'est pas moi, parce que c'est complètement inventé l'histoire, mais avec cette expérience, cette délusion, cette découverte qui va coïncider avec le passage à l'adolescence, la perte de l'innocence, on dit. Et alors c'était bien parce que je pouvais me rappeler ou reconstruire le contexte, parce que je l'avais vécu, et parce que bien sûr j'étais en train d'écrire un roman historique. C'était 50 ans après, c'est un roman historique. Et il y avait cette coïncidence avec une des choses les plus éclatantes et frappantes qu'il y a eu en Italie, mais peut-être en toute l'Europe, dans ce temps-là, que ce sont des temps que je pouvais reconstruire sans avoir, avec un témoignage direct, la mienne, et le témoignage des autres, mon frère, de la famille, des films, des photos. Et je voulais faire ça, mais ça est monté automatique. Quand je suis arrivé à Rome, c'était déjà monté comme ça. J'avais un autre roman. J'étais en train de travailler à un autre roman quand je suis parti. Et après cette
véritable service à la radio, j'ai commencé à penser et composer une histoire qui, à la fin, après 3 heures, c'était faite avec le titre tout. Et c'était avant 1 an et demi avant le 7 octobre, et tout ce que m'a fait douter si maintenir ce titre ou pas. Parce que c'était changé, bien sûr. Le truc, l'attentat, le terrorisme dans le livre, c'est une demi-page. C'est seulement quand il découvre ça qu'il va coïncider avec le bouleversement de sa petite vie. Mais on a pensé, bon, c'est le cas de le maintenir ou non. On l'a pensé en Italie il y a 1 an et demi, et on l'a pensé en France. Mais on a 2 fois différents décidé, mais oui, il faut le garder, il faut le maintenir comme ça, parce que ça c'est de la littérature. Et c'est pas juste que la violence, la guerre, tout ce que c'est le contraire de la culture et de la littérature va obliger un homme à changer son titre qui a été choisi pour toute autre raison. Alors, le titre qui était venu avec l'histoire et avec cette intention de croiser la grande histoire dans l'été de 1972 a été décidé une fois pour toutes. Oui, parce que le Septembre Noir, c'est le Septembre Noir de Munich, donc une demi-page, mais c'est le Septembre Noir de Gigio et de tout ce qui lui arrivera. Et ce qui est intéressant, tu dis, je voulais croiser la grande histoire et la petite histoire. C'est vrai que la grande histoire, tu l'évoques très rapidement. Par contre, la petite histoire, l'univers dans lequel Gigio vit, son univers quotidien, ses relations avec ses parents, avec sa sœur, avec Astelle, la jeune fille dont il tombera amoureux, et surtout l'univers de ses lectures, de ses bandes dessinées, de ses musiques, de ses jeux, etc. Tu es très, très, très... Là, par contre, tu es très détaillé. Et tu le revendiques dans le roman. Il faut vraiment donner tous les détails pour pouvoir comprendre. Oui, le sport, c'était une grande passion de Gigio. Et il y avait de l'histoire, de grandes histoires avant les Jeux Olympiques. Mais c'était l'année des Jeux Olympiques. Alors, le grand événement, c'était les Jeux Olympiques. Mais lui, pendant l'été, tandis que sa vie va changer pour les raisons qu'il a découvert, la musique, l'amour, tout ça, il y a le Tour de France, il y a le match d'échecs Spassky Fischer qui va suivre à la radio. À la radio, un match d'échecs, c'est le silence. C'est le silence complet. Je me rappelle parce qu'il y avait Radio Andorra, c'est une radio d'Andorra, qui transmettait la directe de Reykjavik de matchs. Et c'était le silence. Il y avait quelquefois la voix du commentateur qui disait pratiquement c'est pas gâter la radio, c'est le silence du match, je suis là. Et après, il disait qu'est-ce qu'il avait fait, Spassky, qu'est-ce qu'il avait fait. Mais c'était l'histoire, parce que c'était le premier Américain qui a gagné le titre de champion du monde et tout ça. Et ça est évoqué parce que c'était la grande histoire que passionnait le garçon et qui faisait part de son imaginaire, de sa perception du monde. Et par contre, il commence avant du 5 septembre, quand il est encore dans le moment le plus délicat et aussi le plus heureux de son existence, comprendre que, et je vais citer maintenant Paul Éluard, bon, pas Paul Éluard, mais Troxler, qui a été cité par Paul Éluard, il y a
un autre monde, mais il est dans celui-là. Dans son petit monde, il va comprendre, il découvre qu'il y a un grand monde. Le grand monde des adultes. Il commence à voir sa mère et son père et l'exécuter clandestin à travers la porte qui parlent des choses adultes. Il va découvrir la profondité de ses parents. Et il va découvrir qu'il est, ces mondes-là, il est déjà dans le sien. C'est formidable, ces vers-là, que c'est un vers romantique dans un passage de Troxler. Il y a assurément un autre monde, mais il est dans celui-là. Et je voulais ça, je voulais exactement qu'il découvrait qu'il y a un autre monde, plus grand c'est ce monde, il est toujours dans le petit monde. Ça dépend de l'attention et la capacité qu'il a, et qu'il a développée maintenant parce qu'il est grandi, de le voir, de l'écouter, et avant d'avoir cette délusion, ce grand bouleversement, il avait déjà commencé à avoir des moments d'ambiguïté parce que sa mère, elle n'était plus seulement ce qu'il croyait qu'elle était, son père la même chose, soi-même, lui avait changé, ses chevaux changeaient, il n'avait pas encore le poil, mais un changement était en train d'arriver, et tout ça dans un garçon qui était un enfant, il y a 6 mois, était une stimulation très forte pour voir si on est ou on n'est pas capable de effacer cette pression. Mais, enfin, ça aurait été un normal roman de formation. Parce que la première part de roman, c'est la formation. Mais il y avait cette monstre qui m'attendait et ça va devenir autre chose. C'est la raison pour laquelle lui, maintenant, qu'il est un bonhomme de 60 ans, il dit « Je vous raconte l'histoire » parce que je ne crois pas que ça ait passé à beaucoup de monde. Ça est passé à personne que je connais. Oui, et d'ailleurs, justement, le fait que le roman il est raconté à la première personne par le protagoniste, aujourd'hui, qui est en reconstituant sa réalité de quand il avait 12 ans, donc il y a une espèce de double point de vue, à la fois le point de vue de l'adulte aujourd'hui, qui raconte une histoire désormais à distance, une fois que les choses ont décanté d'une certaine façon, et puis il essaie aussi de reconstituer le point de vue de l'enfant qu'il était et comment il regardait les choses. Et dans cette question se pose évidemment le problème de la sélection des souvenirs. Parce qu'évidemment, il ne raconte pas toute sa vie, mais il choisit certains moments, certains détails, parce qu'il insiste sur le fait pour raconter, pour comprendre, il faut donner les plus de détails possibles, il faut donner plus d'éléments possibles, mais après, on ne peut pas tous les donner, donc il y a une sélection. Et donc, il y a ce jeu en permanence entre les deux points de vue. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les relations que les narrateurs entretiennent avec ses lecteurs, parce que de temps en temps, il leur dit directement « Attention, là, je vous dis, ces détails-là importants, gardez-le en tête pour plus tard. » Donc, il y a vraiment un jeu entre les deux points de vue, non ? Oui, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez essayé vraiment de vivre et composer un souvenir très articulé. Si vous avez jamais essayé de vivre dans votre mémoire ce qui est passé il y a beaucoup de temps, parce que c'est pas possible si on n'écrit pas. Si on écrit, on est obligé. Mais si on reste comme ça pour se souvenir d'une période, on perd la concentration, on perd le focus. Parce que la tête et le cerveau a
trop de stimulation. Si on écrit, on est capable de trouver les petits détails, de rester concentré. Et il dit qu'il écrit pas parce que, bon, c'est une histoire que c'est, à son avis, rare. Mais il est en train de chercher s'il y a un point de cette histoire où lui, à 12 ans, 4 mois, pouvait intervenir et changer les cours des choses. Parce qu'il rappelle qu'il ne pouvait pas. Mais il a le doute que peut-être, s'il faisait quelque chose, s'il décidait quelque chose dans un certain moment, il pouvait changer. Alors, pour avoir cette réponse, il faut rebâtir tout le contexte, la nuit de ce temps-là, la nuit de cet âge, parce qu'on parle des années 70, quand un garçon avait la nuit comme l'adversaire plus important, parce qu'il n'avait pas l'école, et bien si on allait en vacances à la mer, c'était difficile de passer toute la journée sans s'ennuyer. Et il va chercher dans sa mémoire tout ce que était à l'alentour de ces garçons, pour voir si ces garçons-là, dans cette condition, en ce moment de sa vie, il avait les éléments pour intervenir au moment donné, pour changer le cours des choses. Et moi, j'ai presque jamais écrit de livres autobiographiques. J'écris des trucs, bref, qui étaient autobiographiques. Mais déjà, en ces moments-là, j'ai écrit à propos de la mort de mon père. Et c'était très important pour moi, écrire pour reconstruire l'histoire de sa mort. Que c'était important parce que moi, j'avais soin de lui et je ne voulais pas perdre les passages de cette expérience vraiment forte. Et alors, j'ai écrit. Et quand j'étais en train d'écrire, je me suis réveillé. Mais seulement parce que j'étais en train d'écrire, je me suis... j'ai eu le souvenir d'un petit cahier où j'avais annoté tous les médecins que les pharmacies, les médicaments que mon père devait prendre pendant la journée, qui était très important parce que c'était le rythme de ma journée. Mais si je n'écrivais pas, j'arrivais jamais à me souvenir de ce cahier parce que il avait terminé sa fonction. Et tout ça, notamment une des raisons d'être de la littérature. Faire vivre les choses, reconstruire les choses, même les choses inventées, comme les choses qui sont dans mon roman, pour donner à la mémoire la profondité, la longueur, c'est pas seulement le fait de se souvenir, de n'oublier pas. C'est le fait, la question, c'est que ça a été une période. Et on était, dans cette période-là, on était heureux, on était triste, on était excité. Et tout ça est important pour comprendre ce qui passe à la fin. Parce que je voulais que soit bien clair. Il le dit tout d'abord qu'il ira perdre presque tout. Mais je te dis, j'ai perdu tout, ok. Je te raconte pendant 200 pages exactement ce que j'irai perdre. Bien si ce sont des petites choses d'un garçon, elles sont bien importantes. Et pour ça, je voulais un contexte, un frame
d'ambientation qui était très précis et je l'ai posé je l'ai pris de ma mémoire, de mes vacances et tout ça, parce que c'était plus facile d'écrire un roman historique si on avait un témoignage direct, si on avait des sources directes. Oui, et d'ailleurs, c'est le roman, bon, vous l'avez compris, d'un basculement. À un moment, il y aura un basculement qui touche directement la vie du protagoniste. Et donc, il y a tous ces longs moments de préparation à ces basculements. Et d'ailleurs, dans le roman, il y a différentes temporalités. L'autre jour, on parlait de la temporalité du roman. Il y a des moments où il y a une accumulation de détails, donc une sorte de lenteur imposée, de ralentissement permanent, et puis il y a un moment d'accélération. Et cette lenteur, elle est presque théorisée à un moment du roman, parce qu'il y a un épisode, à un moment, le protagoniste raconte quelque chose qu'il n'a pas touché directement, mais dont sa femme était les témoins. Et à partir de cet événement, explique que dans certaines situations, il ne faut pas courir, il ne faut pas accélérer, il ne faut pas se précipiter parce qu'on fait des dégâts. Et il le théorise pour le roman, enfin pour ce roman en tout cas. Il ne faut pas se précipiter. Il dit, si je vous raconter tout de suite de la première page ce qui s'est passé, je vais tout détruire. Et alors, il y a vraiment un moment, une espèce d'éloge, il parle de l'intelligence de la lenteur. Oui, oui, parce que, bon, c'est vrai qu'il écrit maintenant que c'est le temps de la vitesse. Mais il raconte une histoire qui a lieu dans le temps de la lenteur. Parce que il n'y avait pas le mythe de la vitesse. La vitesse était un mythe du futurisme. Et on l'avait surmonté, ce mythe-là. Dans les années 70, j'étais là. La vitesse, la vie était assez vite. Il n'y avait pas besoin de la rendre plus vite. Moi, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi on va trouer les montagnes pour faire plus vite. Et j'étais adulte. Les voyages Rome-Milan. Parce que trouer les montagnes, ce n'est pas la France, l'Italie. Il y a plein des montagnes, des fleuves qui viennent. Et ça veut dire vraiment déranger les paysages. Pourquoi? Pour être plus vite, aller de Rome à Milan. Et il y avait déjà l'avion, si tout voulait. Je ne comprenais pas. Après, j'ai compris que c'est la tendance acritique de nos temps, du XXIe siècle. Et alors, il n'y a pas besoin d'une explication. Mais moi, j'étais formé dans une époque où il n'y avait pas besoin de plus de vitesse, parce qu'elle était vite. On avait déjà fait un pas énorme. Il avait la guerre, la guerre, et c'était terminé depuis 20 ans, 25 ans. C'était vraiment un changement énorme. Et c'est vrai que l'utilisation du temps comme un matériel pour l'écrivain, c'est très intéressant. Parce qu'on a plusieurs... Quand on écrit un roman, même si on ne réfléchit pas sur le sujet, il y a toujours deux différents temps. Il y a le temps que toi, tu dois perdre pour écrire. Le temps pour écrire une page, peut-être un jour, mais peut-être une semaine. Le temps de l'action que tu vas décrire, ça peut être un an, ça peut être en seconde. Il y a le temps du lecteur pour lire, que ça va être 2 minutes et demie, si tu n'as pas le coupe de téléphone à moitié. Ah, papa, je me suis cassé un bras. Alors les 2 minutes, ça devient 2 semaines, parce que tu vas
interrompre la lecture. Interrompre La lecture. Et après, quand ton fils est bien installé à l'hôpital, tu vas terminer. Et ça, c'est le temps. Ça, c'est toujours le temps. Alors, si on doit travailler avec cet matériel qui changeant, on peut bien le élonger, comprimer. Quand on parle de ce qui passe dans la page, ça peut passer un an. Je rappelle, quand j'étais étudiant, je prenais le train tous les matins de Prato pour Florence pour aller à l'université. Et bientôt le matin. Et j'ai lisé. Et je rappelle quand j'ai compris ça, j'étais en train de lire Jeu à l'aube de Schnitzler. Et il y a un certain moment, le protagoniste, c'est un jeune lieutenant qui va jouer à Baden-Baden, au casino. Il va pour un ami qui est dans les problèmes parce qu'il a volé de l'argent et il doit le restituer. Alors, il va pour lui. Mais il commence à gagner. Et il y a une 20, non, peut-être 15 lignes. Il va gagner. Et chaque fois qu'il gagne quelque chose, il voit qu'il y a un cheval, 2 chevaux et tout. Hein. Et après, dans l'autre moitié de la page, il perd tout et il perd incalculablement. Il est fini dans une page. Et je me suis fermé, je me suis arrêté, j'ai dit non. Donc, il faut que je comprenne bien ça. J'ai compris ce qui passe, mais j'étais bouleversé complètement dans une page. Ça peut être, je me suis mis à penser, bon, peut-être ça fait 5 heures. Il a gagné et perdu. C'est l'aube, il avait commencé 6 heures dans une page. Et moi, je ne peux pas passer sur ces trucs-là en 2 minutes. Il faut qu'il m'arrête, il faut qu'il pense, il faut que je relis. Et à ce moment-là, j'ai commencé à penser que si tu vas composer un roman, tu vas composer des temps différents, des différentes qualités de temps. Et il faut toujours être conscient qu'on le fait. Même quand on n'a pas l'impression de le faire, on le fait. Et justement, au moment où on raconte l'histoire, où le protagoniste raconte l'histoire, je disais tout à l'heure, il y a cette relation de complicité avec les lecteurs que par moment tu pousses, par moment tu arrêtes. Est-ce que c'est lié justement au fait que le narrateur doit amener avec ça le lecteur et donc dans ce labyrinthe de temporalités différentes? Oui, ça c'est quelque chose c'est un classique de la littérature. Il y a à partir de Tristan Shandy, dans le XVIIIe siècle, il y a beaucoup de grandes œuvres où le narrateur, c'est pas neutral, il parle, il communique directement au lecteur ses impressions. Il fait de la plaisanterie avec lui. J'ai inventé rien. J'avais déjà fait ça dans 2 romans de ma jeunesse. Un, c'est celui qui n'a pas été traduit dans une langue étrangère. Et je savais qu'on peut le faire. Il y a le risque, bien sûr, que ça va être un exercice qui va ennuyer le lecteur. Il faut être très mesuré, mais j'avais des grands exemples de grands écrivains qui ont fait ça. Calvino a fait comme ça. Calvino l'a fait. Et pas toujours dans un livre, quand on avait besoin de ça. J'avais dans mon intention la scène de celui qui raconte l'homme, le bonhomme de 60 ans qui va rappeler de son enfance et de son adolescence,
que c'était assoyé au foyer avec le lecteur. Et il était là avec un armagnac ou un cognac à raconter ça avec la gentillesse et avec l'attention que ne s'ennuie pas, ne perd pas les particuliers, que c'est important, et alors il faut le souligner. J'avais ça, c'était une narration intime, c'était une narration de confiance. Et c'est parce que le narrateur, il a besoin de l'aide du lecteur pour finir de composer le cadre. Il faut que le narrateur, que le lecteur soit dans le cadre, sans avoir l'impatience de sortir jusqu'au moment du bouleversement. Il faut qu'il reste là, comme tout était là, dans une vie qui semblait de plus en plus, chaque jour plus fort, plus belle, la découverte de tout qui arrivait pendant un mois, juin, un autre mois, juillet, un autre mois, août, et après, ça terminait dramatiquement. Bon, évidemment, on peut rien dire. Donc, c'est un peu difficile par moment cet exercice qu'on fait. Mais je vais sauter à la toute dernière page du roman qui n'a plus rien à voir, enfin, qui n'a pas à voir avec cet épisode traumatique qui est au centre du roman et qui justifie ces romans. Parce qu'il y a une sorte d'apologue à la fin du roman. Il y a quelques pages où le narrateur, donc adulte, avec sa sœur adulte, etc., ils sont devant des oliviers et il y a une question de comprendre combien ils sont, comme ça. Et en fait, c'est quelques pages pour nous dire qu'il faut apprendre à regarder, au fond, peut-être, non? Parce que la sœur dit au frère, mais tu vois pas, tu regardes pas bien, regarde mieux. Il insiste pour regarder mieux. Et peut-être que ça, c'est un peu toute la question de ce roman aussi. Il faut apprendre à regarder les choses. Et qui est relié aussi à un autre élément que le narrateur souligne souvent. Il faut apprendre à poser les bonnes questions. Souvent, on ne se pose pas les bonnes questions. Donc, ces deux choses, apprendre à regarder et se poser les bonnes questions, est-ce qu'au fond, c'est un peu le but de la littérature? Enfin, ça devrait être pour tout le monde, mais en particulier pour la littérature. Oui, il avait déjà, à l'époque de l'histoire qu'il raconte, il avait déjà la petite sœur, qui est une génie. Mais elle avait 7 ans. Elle n'avait pas encore démontré d'être une génie. Il avait compris qu'elle était avant, mais n'avait pas compris qu'elle était vraiment celui-là qui a permis à lui et à elle même de rester normal après le bouleversement. Et alors, c'est elle qui voyait avant de lui toutes les choses, les regardait, les voyait, qui voyait les choses justes, qui se faisait les justes questions. Parce qu'il avait l'exemple d'elle, il avait compris que lui, sans elle, il s'est posé des questions trompées et il les regardait bien. Alors, j'ai toujours pensé qu'il a eu l'école du regard, mais c'est peut-être important de penser aussi à une après-école du regard. Quand c'est pas apprendre, mais c'est jouer avec le regard. Quand on a appris et on doit choisir comment on partage le temps, on partage les regards. Jouer avec les autres, avec nos regards. L'après-école, c'est ça. On croit de savoir regarder, parce que c'est quelque chose qui vient naturel. Mais enfin, quand on a quelqu'un qui est un génie, une sœur qui est un génie, il faut regarder bien et le prendre à modèle, à exemple, le plus tôt possible. Parce que si tu le fais tard, peut-être que les cadeaux que ton destin t'avait donné est perdu. Et c'est vrai
que ça, c'est un des passages les plus excitants, mais aussi les plus critiques de toute l'histoire. Les passages de l'habitude, comme toutes choses qui sont normales, qui sont comme toujours, à un temps où les choses sont différentes. Tu as des choix à faire. Tu es le même garçon. Mais maintenant, tu vas choisir. Maintenant, tu vas mentir. Tu vas découvrir les mensonges de ta mère, de ton père. Le monde est bien plus compliqué. Il reste normal. Mais tu vas comprendre que la normalité, dans ton monde simple, il y a le monde compliqué. Dans ton expérience qui reste, parce que c'est comme tu sens, c'est comme tu touches le truc, tu vas apprendre qu'il faut regarder là, il faut se poser cette question-là, et tous ces mots-là changent. Ça change la perception, et ça change l'intelligence avec les choses. Si tu vas comprendre dans le regard ce qui est là, mais que pour habitude, tu ne regardes pas. Oui, le final, c'est ça, parce que il y a quelque chose à regarder dans son complexe, mais il n'est pas capable de voir une chose très visible que semble irrélevant, mais c'est la clé de ce qu'il est en train de regarder. Et c'est ça, comme un jeu, comme quand il jouait à l'échec, elle était beaucoup plus fort que lui. Quand il mouvait elle disait non, regarde bien, tu es sûr, regarde bien. C'était pas l'arrogance, c'était vraiment l'amour d'une sœur qui dit Fais attention. Fais attention, regarde mieux. Et c'est important pour lui de reconnaître ça à la fin de ses parcours, à la recherche du moment où il pouvait ou ne pouvait pas changer le cours des choses. Elle ne pouvait pas parce qu'elle était trop petite. Et il découvre qu'il n'a pas d'importance parce que ce qu'il a été appelé à accepter était passé comme ça. Et il n'a pas de sens de se demander si on pouvait le changer. Mais pour arriver à cette réponse banale, il faut qu'il raconte toute l'histoire. Oui, et d'ailleurs, on l'a dit, c'est le roman d'un bousculement, la fin du bonheur. Et d'ailleurs, tu cites un vers de Auden qui dit on ne peut pas oublier qu'on était heureux, finalement. Et donc, il y a ces côtés, justement, d'une tragédie personnelle qui s'énoue à l'intérieur de la famille. Et cette tragédie, c'est peut-être la déception du monde des adultes aussi. Et je pense que, comme déjà dans d'autres de tes romans, la famille est le centre de l'histoire. Et ici, il y a des descriptions très, très fortes, très belles, des relations entre Gigio et son père et sa mère, etc. Parce qu'il y a des relations très fortes qui, à un moment, changent. Oui, il a cette expérience unique que c'est parce que le temps et sa situation familiale, il a vécu comme une situation normale, mais ce n'était pas normal. Sa mère était irlandaise. Et on était dans le 72. C'est-à-dire, ce n'est pas comme maintenant. Ces mariages-là, c'était rare. Et il y avait toujours, en Irlande aussi, en Italie, il y avait le divorce depuis 2 ans. En Irlande, il n'y avait pas. Et après, on était dans ce temps-là, dans cette époque-là, que, elle ne donnait pas beaucoup d'occasions de retrouver quelqu'un quand on l'avait perdu. On pouvait le perdre pour toujours. Maintenant, avec le téléphone, tous les portables, ou l'ordinateur, on retrouve les personnes. On retrouve aussi ceux qui ont été perdus quand on était enfant. Mais à l'époque, il y avait des risques.
de se perdre pour toujours. Et lui, son histoire, c'est le résultat d'une famille qui avait quelque chose de différent. Il vivait la normalité comme les autres, mais il y avait cette différence. Et le temps, qui était le seul temps qui était donné à vivre, et qui était... le temps avait commencé à être pour lui très excitant, très, très intéressant, parce qu'il venait d'avoir découvert la musique, les bandes dessinées et tout ça, mais c'était le temps alentour de l'attentat de Munich, c'était le temps où on se pouvait perdre. Oui, c'était le temps de la déception. Mais il ne faut pas penser que ce soit un roman nostalgique, parce que bien sûr, c'est un roman qui est tourné vers le passé. Le passé est présent, comme on l'a dit, dans tous les détails. Mais au fond, c'est un roman de résilience. Et il y a un personnage qui est peut-être un personnage latéral, mais qui est important, qui est l'oncle Giotti, qui donne un peu la clé au protagoniste en lui disant « Chaque homme... » en français, je ne me rappelle plus comment ça a été traduit, « torna nascere », revient à la naissance, peut renaître. Chaque homme peut renaître. Oui, parce qu'il est un oncle mystérieux, parce qu'il n'est pas un oncle. Il est appelé oncle. Et il est appelé oncle Giotti. Il découvre que son nom, son véritable nom, c'est Ricciotti. Ricciotti, c'est le nom du fils de Garibaldi, et qui a eu une certaine notoriété au début du XXe siècle, pour cette raison-là. Mais tout le monde l'appelle Zio Giotti. Et énigmatique, pauvre, il n'a rien, il a une histoire. Il a une histoire que le garçon ne connaît pas. Et il connaît seulement les résultats de son histoire. Cet homme est un homme magnétique, timide, innocent. C'est très bien pour un garçon, parce qu'on peut partager les choses que normalement on ne partage pas avec les adultes. Et pour exemple, lui et son oncle Giotti, ils sont là, écouter le silence du match d'échecs à la radio. Et la découverte, en écoutant les parents qui parlent la nuit à la chambre à côté, de l'histoire de Zio Giotti, de pourquoi il laisse toujours quelques petits morceaux de nourriture dans le plat, quelle est la raison pour laquelle dans la famille, quand lui, sa sœur, son père, il laisse quelque chose, la mère lui dit « Mais qu'est-ce que tu es, le Zio Giotti ?» Quand il arrive, il donne le spectacle de cette caractéristique. Toujours, il laisse quelque chose. Bon, il y a une histoire. Et quand il découvre cette histoire, c'est un autre découverte pour lui. C'est un choc. C'est un choc qui vient d'une histoire tellement violente, tellement forte. Parce que pour lui, c'était une chose, presque un jeu, comme ça. Et quand il laissait quelque chose dans les plats, il le faisait aussi pour écouter la voix de sa mère qui disait ça. C'était un lexique familial. Mais c'est important que c'est encore une fois l'autre monde qu'il y a dans ce monde-là. Et qu'il découvre n'est pas seulement l'oncle qui écoute la radio, le Tour de France et tout ça, mais il est cet homme-là dont son père parle à son mère quand il croit qu'il dort, lui. Et donc, je disais, c'est lui qui donne la clé de la résilience, au fond, en disant « tout va renaître ». Oui, parce qu'il est rené. Son histoire, c'est l'histoire d'une renaissance. Il semble qu'il soit pauvre parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il n'a pas la voiture. Il ne partage pas les booms économiques de la société italienne. Mais quand tu sais et quand tu connais son histoire, tu comprends
qu'il est rené. Et comme il trouve ça dans l'Éternaute, qui était publié sur Linus, c'était les magasins que Gigio lisait, parce des bandes dessinées. Des bandes dessinées, et pas seulement des bandes dessinées, c'était vraiment un magasin pour les jeunes gens qui les renseignait sur le grand monde. Moi aussi, j'ai découvert plein de choses en lisant. Il y avait les Peanuts, il y avait Wolinski, mais il y avait aussi des articles. Si on lisait chaque mois le magasin de Linus, on avait bien l'idée de ce qui se passait dans le monde. Et dans l'Éternaute, il y a cette passage, cette phrase, chaque homme torna a nascere, ça veut dire... Peut renaître, revient à la vie. Revient à la vie. Et il laisse cette phrase soulignée quand il s'en va. Il lui laisse ce message. Que c'est le maximum qu'il peut faire parce qu'il est timide. Il n'aurait jamais pu lui raconter son histoire. Et il connaît l'histoire de son oncle par la voix de son père quand il écoute la nuit à travers la porte. C'est le message qui, après 2 semaines, 3 semaines, il doit bien se rappeler parce que lui aussi sera appelé à renaître. Mais c'est pas facile de renaître. C'est difficile de naître une fois, c'est très difficile de naître. Il faut traverser la souffrance. Ah oui, chaque homme peut, mais c'est pas dit qu'il est capable de le faire, de supporter. Et ça, c'est la force qu'il a trouvée dans cet homme que lui ne fréquentait pas. Il paraissait un dimanche avec un poulet ou quelque chose, des fleurs, très très pauvre. Il prenait l'autobus et de sa maison à leur maison, mais enfin, il avait donné à lui beaucoup plus de ce que le père, la mère, avec les soins quotidiens, avait lui donné pour passer la seconde phase de sa vie, que c'est la phase de la renaissance. Et d'ailleurs, dans sa vie, le protagoniste, après, il aura un travail qui est d'être traducteur. Ouais. Et au fond, même quand il était tout petit, quand il avait 12 ans, c'était de l'année 1972, au fond de sa relation avec Castel, on n'en a pas beaucoup parlé de cette jeune fille métisse dont il tombe amoureux, etc. Et leur relation, au début, passe à travers les mots, à travers le fait que lui, il parle bien l'anglais parce que sa mère, elle est irlandaise, donc il l'aide à faire des traductions. Et c'est important, cet jeu avec les mots, dans les romans, j'ai l'impression, parce qu'en plus, l'enfant, il fait un jeu, il s'appelle le jeu des mots préférés. Enfin, disons, il y a une sensibilité pour tout ce qui est mots. Et alors, donc, c'est important qu'il soit un traducteur aussi pour raconter cette histoire? Oui, ça m'a donné la possibilité, de citer des passages de la grande littérature que j'aimais, parce qu'il était un traducteur, il peut bien savoir, il peut bien avoir traduit, lui, Auden ou Thomas Hardy, bien sûr, Kipling des Anglais ou des langues anglaises. Et ce n'était pas l'auteur qui veut montrer les choses, mais c'était lui qui avait traduit, qu'il avait... un traducteur, il est un lettré, Et comme ça, j'avais la possibilité, moi, l'auteur, de noter des choses sur l'écriture, sur la littérature, sur la traduction, qui sont pas pédagogiques, bien sûr, mais qui sont à la base de la découverte de son talent, de lui, comme traducteur, qui revient à ces moments-là. Quand il a la première traduction qu'il fait, c'est la traduction du texte complet d'une chanson de Harry Belafonte qui parle d'un miracle et qu'il traduit
à l'instant, comme on dit, dans l'oreille de la fille, et il découvre d'être capable de le faire. Dans le moment qu'il le fait, il découvre d'être capable, et il découvre son talent qu'il ne connaissait pas, parce que pour lui, l'être bilingue, c'était pas un avantage, parce qu'il vivait dans un petit village où l'anglais, l'anglais c'était le jardin privé avec sa mère. Sa mère et lui et sa sœur, ils parlaient anglais, elle lisait les histoires en anglais. C'était tout. Et quand il découvre qu'il avait, à 12 ans et 4 mois, il avait le talent suffisant pour intéresser cette jeune fille qui avait un an plus que lui, il était très avant. Il écoutait la musique, il lisait, et tout ça. Et lui, non, il apprend. Et dans le moment qu'il apprend, il est déjà capable de donner des leçons. Et tandis qu'il admire elle, et il aime elle, il est admiré parce qu'il peut lui dire qu'est-ce qu'il y a dans le texte de cette chanson que j'écoute, mais je ne comprends rien. Et lui, ça c'est quelque chose que c'était important dans ces temps-là, entendre ce que disait la musique qu'on écoutait chaque jour, tous les jours. C'était important de savoir s'il disait quelque chose d'intéressant ou pas. Et personne ne le comprenait. Personne. À 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, c'était difficile. Et c'était précieux. L'oncle, le cousin ou l'ami qui était bilingue et pouvait t'aider. C'était très important, la possibilité de comprendre qu'est-ce que disait la musique, qu'est-ce que disait cette révolution, ce changement extrême et radical qui était la musique, parce que la musique, c'était couper en deux la famille. Les parents ne pouvaient pas comprendre Cat Stevens ou David Bowie. Et la mère se pouvait préoccuper de voir la couverture, parce qu'il était habillé comme une femme. Mais c'est tout. Et là, il y avait c'était le début de l'industrie de la musique. Tout le monde était pareil. Il vivait dans un petit pays ou dans un petit village ou dans une métropole. Tu trouves les disques de David Bowie, tu trouves les disques de Cat Stevens. Et alors, ça commence son voyage hors de sa famille. Et c'est ça qui a été interrompu par les bouleversements. Qu'il avait commencé à aller avec ses jambes lointaines de ses parents, tandis qu'il avait commencé l'été comme tous les autres étés, qui était une seule chose avec sa famille. Et la musique, la traduction de la musique, c'est le premier pas qu'il fait. Il y a la métaphore aussi, je le dis. On parle d'une traduction, c'est-à-dire de transporter quelque chose dans une autre chose. C'est ce qui passe à lui. Il doit traduire soi-même d'une vie à une autre vie. Et accepter ça et le faire en paix. Trouver la paix. Sans avoir toujours le regret ou tout ça. Et c'est dur, c'est ce qu'il doit passer. Mais il faut l'accepter, il faut se traduire. Alors pour moi, j'ai un grand respect des traducteurs. Pour moi, les traducteurs sont des grands lettrés. Je rappelle que Peter Handke disait dans un livre qu'il était jaloux de son traducteur parce qu'il pouvait penser que à la langue, pas à la structure, pas à l'histoire. Et c'était la part, pour lui, la plus belle, la plus passionnante. Alors, la vraie littérature de Peter Handke, c'était faite par son traducteur italien, ouais, parce qu'il pensait que à la langue. Mais penser à
quelle langue donner à une langue qu'il y a déjà, c'est un passage très important. Et c'est de la littérature vraie, de la littérature vraie. Et je suis très content que Dominique, qui c'est la traductrice de mes romans depuis longtemps, soit une très grande traductrice. On a beaucoup parlé de ça et elle est toujours capable de comprendre exactement ce qu'elle doit faire. Et elle m'a dit que, bon, comme je parle d'un traducteur, je lui demandais, mais qu'est-ce que j'ai dit, des trucs qui ne sont pas bons? Elle m'a dit non, tu dis ce que moi je dirais de mon travail. Parce que dans le roman, j'ai un grand respect métaphorique. Mais dans ma vie, j'ai un grand respect des traducteurs. J'ai traduit moi aussi quand j'étais jeune, parce qu'on apprend et on peut redonner. C'est-à-dire que l'œuvre même, c'est une renaissance de l'œuvre même, comme pour les hommes, pour les œuvres, à travers la traduction. Et ça m'a donné la possibilité, pas d'une façon pédagogique, mais de mettre mes pensées sur la littérature, mettre ce que je crois mieux pour le lecteur, pour les écrivains, parce qu'il a l'autorité de le dire avec une certaine humilité, mais il le dit, et c'est mon pensée, c'est mon opinion. Donc, merci les traducteurs. Et donc, on arrive à la fin. J'aurais une toute dernière question à propos de passage d'une langue à l'autre, d'un art à l'autre. Caos Calmo est devenu un film de Nanni Moretti, Le Colibri est devenu un film de Francesca Archibugi. Est-ce que Septembre Noir va devenir un film? Non. Pas pour le moment. Pas pour le moment, on n'a eu pas des intérêts. Et mais tu es en train de travailler un autre film, tu m'as dit. Enfin, tu as un scénario d'un autre film. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Non. Oui, on peut parler parce que quand même, c'est un hommage à un grand écrivain, quoi. Ah oui, parce que mon roman mythe de la littérature italienne, c'est Blessé à mort, Ferito a morte de Raffaele La Capria, qui a été publié 1963, qu'il a gagné le prix Strega 5 jours avant le suicide de Hemingway, et qui a gagné pour un vote. Mais il est un roman fantastique, mais très difficile, parce que c'est joycien, mais c'est napolitain aussi. C'est joycien napolitain. C'est très difficile de le prendre. Il faut s'abandonner. Faire un film, c'est difficile. Mais on est en train de le faire parce que on a trouvé finalement la clé. Je crois d'avoir trouvé la clé. Et malheureusement, au mois de mars, il semble que le cinéma italien termine pour toujours, parce qu'ils ont décidé de couper tous les financements et malheureusement, le film, on ne le fera pas. Mais autrement, ça pouvait être l'occasion. Pour moi, je ne suis pas scénariste, mais ça m'a donné des leçons de littérature, de travailler sur la structure. C'est une structure circulaire, c'est une structure joycienne, et de la grande littérature qui est contenue dans ce livre-là, qui a gagné pour un vote contre des romans qui n'étaient pas de cet auteur. Et j'ai eu le privilège de connaître Raffaele La Capria quand il avait mon âge, il avait 65 ans, et comme il est mort à l'âge de 99, je l'ai eu comme ami pendant 30 ans, plus que 30 ans, et j'ai bien compris le sens de son roman. Il a écrit beaucoup d'autres livres, bien sûr, mais cette chef d'œuvre était autre chose. Et il le savait. Mais il ne savait même pas expliquer
pourquoi, qu'est-ce que c'est. Et si tu fais un travail tellement manuel, comme faire lo spoglio, comme on dit, la scaletta, le transformer en un sujet cinématographique. La transformation en scénario. Oui, c'est un travail manuel. C'est comme dire prendre une fenêtre pour la changer de couleur. Il faut avant de faire tout le travail pour renouveler le bois et tout ça. Il faut faire ça et tu apprends où était la génie, où était la grande idée, où était l'humilité qui fait de ces romans une œuvre grandiose. Malheureusement, le cinéma italien va mourir dans 2 mois. Espérons que non. Mais donc, et en attendant de voir le film de Raffaele La Capra, lisez évidemment Raffaele La Capra parce que c'est Ferita Morte, c'est vraiment un très grand roman, mais surtout, lisez Septembre Noir, grand roman de Sandro Veronesi que je remercie. Et voilà, je pense que c'est vraiment un très beau roman. On répète, traduit par Dominique Vitoz et publié aux éditions Grasset. Et vous le trouverez à la sortie où Sandro va venir dédicacer. Merci beaucoup de votre attention et merci Sandro. Merci beaucoup. Merci.